Aujourd'hui, sur Sans filtre ajouté, on va aborder un cas très concret et j'ai hâte. Ce matin, franchement, je me suis réveillée en me disant mais ça va être un épisode incroyable. Comment on réussit à vendre un dessert premium dans un rayon qui peut être sous tension à cause notamment de la crise du pouvoir d'achat, comme beaucoup de rayons d'ailleurs. Alors notamment quand on sait que le prix est le critère numéro 1 pour 87% des consommateurs. Forcément, certains distributeurs rationalisent leur offre et tous les centimètres en linéaire comptent, n'est-ce pas ? Eh bien, comment on fait pour convaincre et continuer d'exister en rayon ? Alors, on va parler de terrain, de retail très très concret, de collaboration avec les enseignes et de création de la valeur. Donc, si vous êtes chef de secteur, catsman ou même généralement acteur de la grande distribution, cet épisode, sans aucun doute, sera fait pour vous et sera riche, en tout cas, d'enseignements. Alors tout d'abord, Marie, est-ce que tu peux te présenter ? Et je vais te proposer de te présenter avec le dessert goût que tu préfères. Pourquoi et qu'est-ce qu'il dit de toi ? Bonjour Salomé. Donc du coup, effectivement, je m'appelle Marie. Et alors, mon dessert goût préféré, c'est le brownie au caramel salé. C'est une innovation qu'on a lancée récemment, qui est assez plutôt de rupture dans le rayon et que j'adore. Déjà, c'est très chocolaté, donc très gourmande. Et c'est un produit qu'on peut manger chaud ou froid. Et j'adore cette dualité parce que comme ça dépend de notre humeur. En hiver, on veut quelque chose de chaud. En été, on veut plutôt un brownie bien sticky, comme on dit. Ça dit de moi que je suis une grande gourmande et que c'est pour ça que je travaille dans l'agroalimentaire. Très intéressant en tout cas ce côté chaud-froid, notamment pour lisser la saisonnalité de certains rayons. Et on y reviendra probablement sur les produits. Alors Marie, quel est ton rôle chez Goût aujourd'hui ? Alors moi, je suis responsable de marque chez Goût depuis maintenant 3 ans sur le marché français, donc dans l'équipe marketing. Et donc, mon rôle, c'est de rendre la marque plus connue en France et d'augmenter nos performances et celles de nos collaborateurs. Donc, ça va passer du développement des produits avec l'équipe globale, les lancements en France, les campagnes d'activation, soutenir l'équipe commerciale dans tout ce qui va être évidemment revue d'innovation, revue des performances, etc. Donc, un rôle assez 360, puisqu'on est une petite équipe ici. Mais voilà, rendre la marque plus connue et mettre Goût dans plus de foyers. Est-ce que tu peux nous parler des consommateurs sur le rayon ? Concrètement, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Est-ce que si tu peux nous faire une perspective un peu long terme, 3-4 ans, puisque c'est toujours intéressant de regarder la consommation, on le sait, sur du long terme, est-ce que tu peux nous parler de ce rayon du dessert frais ? Ouais, tout à fait. Alors justement, moi, vu que ça fait 3 ans que je suis chez Goût, on a pu voir l'évolution un petit peu sur les dernières années avec la crise de l'inflation, etc. C'est un rayon assez particulier, le rayon des desserts frais. C'est divisé en différents sous-segments. Donc ça va des crèmes, aux liégeois, aux mousses, puis au segment des spécialités, qui est le segment sur lequel on intervient, nous, pour l'instant, chez Goût. Donc ça va être les gâteaux un petit peu plus élaborés. Donc on va trouver les baba au rhum, les clafoutis, les cheesecakes, les cœurs coulants, etc. Donc c'est un segment qui est assez splitté, on va dire, en plein de différentes sortes de produits, le segment des desserts. Et c'est un segment qui a des valorisations très différentes entre les différents types de produits à l'intérieur. Et on a vu, comme sur tous les autres marchés, que effectivement, la crise de l'inflation a fait que le prix a énormément augmenté. On a eu jusqu'à des plus 18% de prix unité au cœur de l'inflation. Et donc forcément, comme je pense sur pas mal d'autres marchés aussi, les produits moins valorisés ont effectivement beaucoup plus boomé. Les distributeurs leur ont donné plus de place en rayon. Donc nous, le sous-segment sur lequel on est des spécialités a eu un petit peu plus de mal, alors que les crèmes, par exemple, les crèmes dessert, donc Danette, la laitière, etc., ont bénéficié de VMH plus importantes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché qui est assez traditionnel, le marché des desserts frais. En bon français, on aime tous manger un dessert. Il y a un taux de pénétration qui est énorme, c'est plus de 90%. Donc c'est vraiment ancré dans les habitudes des Français. Donc ce qui est bien, c'est qu'on voit que c'est un marché sur lequel la pénétration est stable. Donc même avec l'inflation et la crise, on n'a pas perdu de consommateurs sur ce marché. Par contre, vu que c'est un marché traditionnel, il y a assez peu d'innovation. Ça reste souvent des innovations de parfum ou de format, mais il y a peu d'innovation de rupture. Donc nous, c'est le rôle qu'on amène avec Goût, c'est d'amener toujours ces produits innovants, cette petite touche en plus goût. Et ce qu'on a aussi remarqué sur les 3 dernières années, c'est que généralement les marques ont un peu leur cœur de gamme. Donc comme la laitière va initialement avoir fait des crèmes, Marie Morin des mousses, etc. Et on voit que pas mal de marques maintenant s'étendent à d'autres sous-segments du marché pour aller forcément gagner de la pénétration via d'autres consommateurs, peut-être aussi faire jouer les différents coûts qu'il y a en fonction des recettes qu'on a sur les différents segments. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit des marques qui s'étendent et on a vu pas mal de nouveaux acteurs sur
les dernières années, notamment des licences pour enfants. On a vu des mousses Mignon et Jurassic Park apparaître il y a quelques mois de manière assez quand même inédite. Donc on voit pas mal de nouveaux acteurs qui essaient d'arriver aussi sur ce marché, ce qui est preuve que c'est quand même un marché dynamique qui intéresse, mais qui a quand même subi effectivement la crise du pouvoir d'achat des dernières années. Ce qui, je pense, et tu valideras ou pas mes dires, mais qui a poussé un peu les murs du rayon et probablement agrandi la catégorie, puisque la concurrence, finalement, ça peut avoir du bon d'un point de vue catégoriel pour justement augmenter la notoriété de ce rayon. Est-ce que tu aurais des éléments à me partager sur un consommateur type aujourd'hui qui est la Madame Michu du rayon dessert frais? Ouais, alors quand on regarde les données consommateurs, ce qu'on voit, c'est que le consommateur type, il a plus de 50 ans. C'est des CSP moyens et c'est plutôt des femmes qui font les achats, mais ça, c'est assez similaire dans quand même globalement toute la GMS. Donc on est quand même sur un rayon qui est axé sur les personnes un petit peu plus âgées. Et justement, il y a un vrai challenge à recruter des consommateurs de moins de 50 ans parce qu'on voit qu'il y en a déjà moins et qui s'en vont. En plus, nous, notre analyse, c'est qu'ils partent sur d'autres catégories plaisir, style plutôt les glaces, les barres chocolatées, les bonbons, les choses qui sont peut-être vues comme un peu plus modernes, en tout cas. Donc, c'est aussi là le rôle de la marque Goût d'apporter des consommateurs plus jeunes. On est la marque qui attire le plus de consommateurs de moins de 50 ans du rayon. Donc, voilà, le consommateur typique, il a plus de 50 ans et il n'est pas urbain. Donc, il vit plutôt dans des villes petites et moyennes. Okay. Voilà. Parce qu'il y a un vrai potentiel business, parce qu'on voit de plus en plus de marques souhaitant toucher la Gen Z, enfin des générations en tout cas millennials plus jeunes, ce qui est très bien. Mais en termes de pouvoir d'achat, c'est quand même plus limité. Et au-delà de ça, on sait en France qu'on est confronté, comme beaucoup d'autres pays, à une baisse de la natalité. Donc, ce qui fait qu'on a une population qui est vieillissante. Donc, c'est une vraie opportunité business, je suppose, aussi d'avoir ces consommateurs-là. C'est vrai, au moins ils sont déjà là, on n'a plus besoin de les recruter, il faut juste continuer à les convertir, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est bien qu'ils soient déjà là. Et même nous, sur la marque Goût, on a quand même pas mal d'acheteurs aussi qui sont sur ce profil, évidemment, qui suivent le profil du marché. Après, nous, on voit une vraie opportunité aussi à amener des consommateurs de moins de 50 ans parce que ça sera eux, la génération vieillissante de demain. Absolument. Donc pour nous, ça se travaille dès maintenant et qu'ils prennent cette habitude d'acheter leur dessert pour finir leur repas ou autre. Donc il y a des opportunités sur les deux types de générations, effectivement. Est-ce que tu peux me parler du premium? Parce que vous avez une marque qui est premium. La grande distribution, c'est du mass market, de la grande conso. Concrètement, ça veut dire quoi le premium? C'est quoi la définition du premium en alimentaire? Alors pour moi, déjà, la première chose, c'est que c'est une vraie stratégie de marque d'être premium. On ne devient pas premium comme ça par hasard. C'est pensé depuis le début et on construit une marque pour que ce soit une marque premium et tout ce qui va autour. C'est pas comme ça du jour au lendemain. Si on regarde juste dans le dictionnaire ou autre, premium, c'est ce qui est haut de gamme, mais en fait, c'est plus que ça. C'est vraiment la valeur perçue par le consommateur et c'est ce consommateur va percevoir une valeur plus élevée que celle d'une autre marque. Et donc, c'est vraiment apporter cette totalité, ce côté haut de gamme dans tout ce qu'on fait, que ce soit la communication, le produit, même le service après-vente, etc. Et donc, pour moi, il y a vraiment 3 dimensions. Il y a le côté marque, donc tu as ton image de marque que tu travailles. Ta marque doit avoir un lien et une sorte de connexion émotionnelle avec le consommateur. Il faut montrer pourquoi toi et pas une autre et pourquoi toi, tu es au-dessus et tu justifies après ce prix plus élevé. Et dans toute ta communication, pareil, la communication doit se ressentir sur ce côté premium. Et le deuxième point, après, pour moi, c'est le visuel. Donc, quand on est en rayon, c'est ce qu'on voit. Donc, tu vas avoir le packaging avec les couleurs du pack. On sait, par exemple, les couleurs de la promo, c'est jaune et rouge. Si une marque a un pack jaune et rouge, c'est moins probable qu'elle soit vue comme premium qu'une marque qui a, par exemple, un pack noir qui est, sur la théorie des couleurs, c'est plus l'élégance, la classe, etc. Bien sûr. Et il y a effectivement le prix aussi. Plus c'est cher, plus les consommateurs vont percevoir la marque comme premium. Après, il faut évidemment que ce soit justifié. Et dans le visuel, tu as aussi forcément les photos qu'il y a sur le pack, les claims que tu peux avoir, etc. Donc, c'est un peu tout cet ensemble. Et une fois qu'enfin le consommateur a pris ton produit et l'a acheté, il y a ce qu'il y a, moi j'appelle ça l'intérieur un peu. Donc déjà, il y a ne serait-ce que quand tu ouvres la boîte, ça peut être très mal fermé. Tu peux te dire, bon, mais ça casse un peu ce côté qualitatif et haut de gamme quand tu ouvres le produit. Et puis évidemment, à la fin, forcément, la dégustation, ça c'est ultra important. Et encore plus, nous, c'est sur ça qu'on mise énormément. Donc pour moi, il y a vraiment ces 3 dimensions. Et chez Goût, on travaille vraiment sur ces 3 dimensions-là. Le côté marque, on a toute cette histoire qu'on a créée de cette qualité, de haute qualité de restaurant qu'on peut avoir chez nous. On a notre maître pâtissier qui est là depuis la création de la marque il y a 25 ans, qui est français,
pâtissier qui amène toute cette expertise. Il a cuisiné dans des grands palaces, etc. Donc, il amène cette expertise-là. Donc, ça construit cette image. Et quand on fait de la communication, on fait attention effectivement à toujours prendre des influenceurs qui sont dans cette veine-là, par exemple, ou faire des visuels qui ont toujours ce côté noir assez classe. Sur le côté visuel du pack, la couleur noire, indissociable de goût. On a été les premiers à avoir un pack noir en rayon dessert frais. Donc, assez important. Après, on a d'autres marques ou même MDD qui ont suivi, mais on a été les premiers à amener ça. Et je ne sais pas si tu fais attention sur les visuels de nos produits, mais on a toujours des photos de produits assez très appétissantes. Très léchés, ouais. Exactement. C'est un vrai travail marketing. Quand on a une innovation, il y a toute une réflexion autour du shooting et comment on présente le produit. On a d'ailleurs fait un shooting la semaine dernière et moi, c'est la première fois que j'allais en backstage et c'était ultra intéressant de voir comment on crée la cuillère à la main pour qu'elle soit parfaite, que les couches soient toutes bien, etc. Donc ça, c'est super important et c'est un vrai investissement pour la marque de faire ça. Et sur les visuels, tu as même le côté un peu... Il y a probablement un terme pour le dire, mais le trait du chocolat, enfin tu vois, ou le trait du caramel que tu peux mettre sur de l'assiette dans des grands restaurants. Ouais, c'est pour rappeler ce côté effectivement maître pâtissier, chef, etc. Et enfin, le produit, nous, c'est vraiment... Le cœur de notre marque, c'est notre produit. Frédéric, notre maître pâtissier, dit à tout le monde qu'il ne sortira jamais un produit qu'il n'a pas envie de manger et qui n'est pas bon. Donc ça, normalement, on est garanti que quand on mange un goût, on aime et on y revient. Et donc, que ce soit par les différentes couches qui sont toujours bien et fidèles au visuel, que ce soit le goût, l'ouverture, le ramequin en verre, notre opercule qui est bien fermé, etc. Ça peut paraître bête, mais c'est plein de petits détails qui font en fait cette image globale de la marque. Et ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on a vu d'autres marques arriver sur le marché des cheesecakes et qui ont uniquement 30 centimes de différence avec la nôtre. Donc on pourrait se dire, d'un point de vue prix, c'est plutôt aligné. Ça peut être la même gamme de premium, mais les packs sont très différents, des couleurs beaucoup plus criardes et on les a effectivement goûtés pour les essayer et comparer. En fait, l'opercule ne tient pas forcément très bien, etc. Donc en fait, il y a toute une dimension, même outre prix, exactement, qui est ultra importante. Donc le premium, c'est bien plus que juste ton prix, effectivement, mais je pense que ça, on est tous d'accord. Il y a quand même des barrières à l'entrée au premium. On a envie effectivement de toucher autant de consommateurs qu'on veut et qu'on peut, mais si tout le monde achète du premium, ça sera plus si haut de gamme et si rare. Donc on va effectivement travailler pour augmenter notre pénétration. On vise pas que les CSP+, qui habitent à Paris. On vise aussi, comme on disait, les Madame Michu. Mais ça relève plus du désir que du besoin d'acheter une marque premium. Et donc ça, c'est super important et c'est sur ça qu'on travaille et qu'on voit après, dont on voit le résultat en rayon. J'ai une question à te poser sur justement la partie qualité des produits, type de produits. Est-ce qu'il y a des ingrédients qui sont perçus plus premium par les consommateurs quand tu travailles du dessert ? Ouais, alors il y a gourmand et il y a premium. Donc déjà, si on part sur la gourmandise, il y a forcément le chocolat. C'est le mot qui vient à la bouche de tout le monde dès qu'on parle de gourmand, de goût et même du coup un peu de premium. Finalement, le chocolat, en plus, en ce moment, avec le prix du cacao qui flambe, le chocolat va, je pense, tendre à être de plus en plus vu comme quelque chose de premium. Mais en termes d'ingrédients, nous, on travaille beaucoup justement sur la sélection des ingrédients, savoir d'où ils viennent, le sourcing, etc. Par exemple, notre vanille qui est dans pas mal de nos produits vient de Madagascar et donc c'est quelque chose qu'on claim aussi sur le packaging. Donc, effectivement, on sent une envie des consommateurs d'avoir des ingrédients de bonne qualité. Et nous, c'est de toute façon, même sans ça, quelque chose qu'on a à cœur de travailler. Donc oui, il y a des ingrédients qui sont vus comme plus premium que d'autres. Dès qu'il y a des claims aussi qui tiennent sur des ingrédients qui viennent de France, on sait que les Français, on est quand même assez chauvins. Donc nous, le sel, le caramel beurre salé qui est fait à Guérande, qui est fait avec du sel de Guérande, voilà, c'est des choses sur lesquelles on va travailler pour continuer à renforcer cette image de marque premium. Est-ce que tu as vu justement avec ce contexte justement de pouvoir d'achat un peu chahuté, des nouvelles habitudes consommateurs au sein de ce rayon ? Ce qui est sous-jacent à ma question, c'est est-ce que les consommateurs continuent à se faire plaisir ou pas ? Comment ça se passe concrètement ? La réponse est oui. Ok, ça va. Nous, on en est la preuve vivante, je pense. Par exemple, moi, je sais que le plaisir, c'est pas quelque chose que je serais prête à couper. Et heureusement, nos consommateurs pensent pareil. On a fait pas mal de focus group. On leur en a parlé, on leur a posé des questions pour essayer justement de comprendre comment leurs habitudes évoluent. Et à chaque fois, la réponse est la même. C'est oui, les temps sont plus durs, mais on ne cédera pas sur le plaisir. Alors, il y a peut-être moins de fréquences ou alors des choix dans quel type de plaisir, peut-être quel niveau de gourmandise ou de prix ils sont prêts à payer, mais il y aura toujours quand même ce moment gourmandise et plaisir qui est en fait ancré dans les habitudes. Et on voit justement, c'est ce qu'on évoquait un peu au début, que la fréquence et la pénétration du marché des desserts frais en fait n'a quasiment pas bougé sur les dernières années, donc c'est assez intéressant. Par contre, ce qu'on a vu, c'est une sorte de réarbitrage dans quel niveau de plaisir. Nous, ce qui est assez intéressant, c'est que sur le marché, en fait, on est sur un marché 100% plaisir.
que ce soit ta crème un peu plus classique jusqu'à ton dessert super élaboré qui a 5 couches. Tout est quand même gourmand. Donc en fait, on a vu, comme on disait, que les plaisirs peut-être moins valorisés, donc peut-être plus les liégeois et les crèmes, ont pris plus de place en linéaire, ont eu plus de demandes, alors que les desserts plus chers et plus élaborés ont un petit peu plus baissé. Mais il y a quand même besoin de se faire plaisir. On a une étude Nielsen récemment qui nous a montré que le plaisir était le premier driver de croissance, avec, il me semble, plus 2,9% en vente valeur cette année. Donc il y a encore et toujours une envie de faire plaisir, et ça, c'est quand même ultra rassurant pour nous. Et je pense que c'est très typique des consommateurs français, en tout cas. Est-ce que le dessert frais, c'est un achat prémédité? Est-ce que vos consommateurs ont sur leur liste de courses le cheesecake, le brownie ou autre? Ouais, alors en fait, ce qui est assez intéressant quand on leur parle, c'est que c'est prémédité de passer par le rayon. Donc ils savent qu'ils veulent aller prendre un dessert. Par contre, quel dessert? Ça dépend. Alors, il y en a qui savent qu'ils prennent toujours leur même. Effectivement, les habitudes, ça reste quand même un gros moteur d'achat. Mais quand on leur parle, il y en a beaucoup qui se disent se laisser tenter par les innovations, par les différents types de packaging, par les promos aussi, bien sûr, du moment. Donc, c'est prémédité d'acheter un dessert. Par contre, pas toujours lequel. Donc, c'est pour ça que ça donne la chance aussi aux marques peut-être plus petites de pouvoir déclencher des achats avec des nouveaux consommateurs et de les recruter sur l'Impulse, justement. Et du coup, il y a un rôle effectivement du marketing et de l'activation in-store et de tous les autres leviers qui sont extrêmement importants. Comment vous les travaillez justement pour accroître la visibilité de la marque en rayon? Ouais, effectivement, c'est ultra important, notamment sur une catégorie qui est assez visuelle et qui est gourmande, de en fait, donner envie et presque les faire saliver via les communications pour qu'après, ils n'aient pas le choix qu'en fait, d'acheter le produit. Après, on va pas se mentir, ça a été quand même compliqué sur les dernières années pour beaucoup de marques. On le sait, avec la crise de l'inflation, les budgets ont été plus réduits, etc. Donc, nous, on n'y a pas échappé. Notre premier vrai investissement qu'on a fait, c'était que notre prix, par exemple, était passé au-dessus des 4 euros. Donc, c'était trop. On voyait que nos VMH étaient vraiment en perte de vitesse et que même nous, c'est pas le prix auquel on veut être. Donc, on a eu un premier gros investissement qui était de rebaisser nos prix. Les enseignes nous ont suivis et ont joué le jeu. Et donc là, on a vu des VMH à plus de 20% sur les 12 derniers mois. Donc, on voit que quand on a notre bon prix, il y a de la demande. Et donc, une fois qu'on avait un peu réglé ce problème-là, on a effectivement investi en marketing. Et en fait, vu qu'on avait, comme on dit, des budgets limités, notre maître mot, c'était vraiment priorisation et faire des activations ciblées et qui on savait qui allaient être efficaces parce qu'on ne peut pas justement se permettre d'essayer plein de choses et de voir ce qui fonctionne. Donc nous, on a donné la priorité au magasin. Puisque c'est là où il y a l'acte d'achat, donc que ce soit d'abord par le packaging. Donc en 2023, nous justement quand je suis arrivée, les packs étaient encore blancs. Enfin 2022, du coup, on a en 2023 relancé tous les packs pour repasser au noir. Donc on parlait justement de ce côté premium et donc on a vu vraiment un avant-après énorme. Goût a été blanc. Okay. Goût a été blanc pendant plusieurs années. Ouais, il y avait une moitié blanche et une moitié colorée en fonction de la saveur. Ouais, mais c'est marrant parce qu'on l'a été blanc pendant plusieurs années, mais en fait tout le monde se rappelle que du noir. Oui. Donc preuve que c'est quand même ça qui marque. Voilà. Donc là on est repassé à notre bloc noir qui est super impactant en rayon. Donc ça c'était la première chose en 2023. Et là en 2026 on est en train de travailler sur une nouvelle plateforme de marque donc qui va inclure un petit changement de packaging aussi, toujours en restant dans le noir et justement une nouvelle plateforme pour faire des plus grosses communications et vraiment bien communiquer aux consommateurs ce pourquoi ils devraient nous acheter et ce qu'on leur apporte. Donc on a eu ce côté pack et après comme je disais on a beaucoup travaillé sur le magasin avec donc de la PLV, que ce soit de la PLV fond de rayon mise par la force de vente, donc des stop rayons, des sur-tablettes qui expliquaient pourquoi. On avait une petite tagline qui était de mémoire donner plus de goût à votre soirée, donc pour les inciter à acheter pour ce soir, et aussi de la PLV en kakémono sur des campagnes plus ciblées. On a toujours eu des très bons taux, des très beaux retours. On a souvent plus 8% de vente unité au total marque quand on fait des campagnes de kakémono, donc ça montre qu'il y a un intérêt, il y a un impact. Et on a toujours fait attention à ce que justement les visuels soient noirs, bien travaillés, avec un claim qui explique bien pourquoi on est supérieur, etc. Donc il y a eu vraiment ce côté pack et magasin. Et après, on fait quand même le côté média, parce qu'on ne peut pas y échapper en plus maintenant. Donc de même, il n'y avait plus de réseaux sociaux quand on est arrivé en 2022. Donc on a relancé tout ça en 2023 avec la refonte des packaging. Donc relancer Instagram, Facebook, etc. Pour nous, c'est ultra important parce que ça travaille la présence à l'esprit. Et ça nous permet de construire ce discours de marque et cette histoire dont on parlait justement pour construire ton image premium. Il faut que tu aies toute cette histoire et ce discours. Donc nous, on fait beaucoup de vidéos sur un peu behind the scenes de comment nos produits sont créés. On a Frédéric du coup Ponavoy, notre maître pâtissier, qui fait pas mal de vidéos où il explique pourquoi il a créé ce produit, d'où viennent les ingrédients, qu'est-ce qu'un cheesecake, etc. Donc ça, c'est assez intéressant.
Et on voit que c'est les contenus d'ailleurs qui performent le mieux quand on a des D'accord. produits un peu comme ça, des vidéos un peu insight. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on a vraiment ciblé des médias affinitaires quand on a fait un petit peu de médias, donc notamment Biba par exemple ou Femina, des médias vraiment qui touchent notre cœur de cible. Exactement. Et là, on essaye de faire de plus en plus d'événementiels. On voit que c'est quelque chose que beaucoup de marques utilisent. Moi, je trouve là, il y a de plus en plus de pop-up, de choses différentes. Donc, on essaye aussi de se mettre à cette cadence-là. On avait fait, on va en parler un petit peu plus tard, mais en lançant notre innovation Gold, on avait fait un peu justement de sampling, enfin d'échantillonnage dans la rue, d'événements. Et là, on est super content de participer au Salon du Chocolat cette année, donc fin octobre. Le plus grand salon mondial justement sur le chocolat. Donc, ça va nous permettre de travailler cette histoire de marque, montrer que nous, on est experts. À la base, Goût, c'était une marque qui ne vendait que des produits chocolatés. Après, on s'est effectivement étendu, mais ça reste dans notre ADN. Et donc, en fait, c'est vraiment ça, travailler sur des activations qui ont du sens et qui construisent cette image premium. Donc ça, c'est super important pour nous. Ce qu'on voit aussi sur d'autres marchés, en dehors de l'alimentaire, avec le côté justement premium luxe, c'est le côté rareté. Par exemple, on pourrait parler, alors je ne suis pas experte du tout, mais sur le côté de la maroquinerie, j'ai ce sac-là, il est rare, je ne vais pas le retrouver sur plein de personnes dans la rue. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut transposer dans l'alimentaire et justement sur ce rayon ? Ouais, tout à fait. C'est un très bon levier, moi je trouve, la rareté pour intéresser les consos et même les distributeurs. Quand on parle par exemple d'exclusivité, parfois notamment à l'ère de la personnalisation, on veut un peu tous quelque chose de personnalisé pour nous. Même les distributeurs parfois peuvent aimer avoir un produit en exclusivité chez eux. Tout à fait. C'est pas quelque chose qu'on voit d'énormément utilisé dans le rayon dans lequel on évolue pour l'instant. On a Maminova qui fait souvent des éditions limitées. Oui. Et là on a Riant qui en ont sorti 2 récemment. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit énormément. Nous, c'est quelque chose qu'on a essayé d'utiliser, notamment en 2022. On a fait le lancement d'une nouvelle gamme qui s'appelait Création à l'époque, en avant-première chez Carrefour pendant 6 mois. Ça nous a permis d'avoir plus de distribution, notamment une référence incrémentale chez Carrefour Market. Donc c'était assez intéressant pour nous d'un point de vue aussi commercial pour lancer une gamme. Et on a fait en 2024, on a lancé 2 éditions limitées et notamment une pour les Jeux Olympiques de Paris, qui était effectivement l'événement peut-être même de la décennie en France. Et donc on avait lancé un cheesecake gold, donc qui était au chocolat blanc. C'est un chocolat blanc qui est caramélisé et donc qui est en fait un peu tout doré dans un sens, et avec notre ramequin rond on voyait que ça faisait comme une médaille, donc on avait joué sur ce côté-là donc avec un pack et un prix en édition limitée, et ça avait ça avait beaucoup intéressé les enseignes, donc ça a fait que cette référence, quand on l'a lancée, ça a été notre innovation la mieux référencée des 5 dernières années, qu'on a eu plus de 1400 points de vente en année 1, et on a eu des VMH super aussi, donc la référence est de suite placée dans le top 5 de la gamme, donc on voit que quand c'est bien exécuté, ça peut fonctionner, et ça c'est super. En plus, on avait un pack doré avec un design vraiment différent, donc on a eu pas mal de retours. Même moi sur les réseaux sociaux, j'ai vu des consommateurs qui disaient wow, mais c'est super, je l'ai vu en rayon, du coup ça me donne envie de l'acheter, etc. Donc c'est définitivement un levier intéressant. Au Royaume-Uni aussi, c'est quelque chose qui se fait pas mal. Nous, on fait beaucoup d'éditions saisonnières au Royaume-Uni. Par exemple, l'hiver dernier, on avait lancé un cœur coulant au pain d'épices. Cet été, un cheesecake à la mangue et au chili. On a relancé notre soufflé uniquement chez Tesco, par exemple, en hiver. Donc c'est quelque chose qui se fait pas mal pour garder de l'espace en linéaire et en fait générer un petit peu cet attrait pour les consommateurs et même aussi pour la presse et les enseignes. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'il faut, quand on fait ça, avoir une vraie stratégie derrière, parce que lancer une édition limitée juste pour lancer une édition limitée et ne pas savoir ce qu'on en fait après, c'est compliqué. Donc je pense que c'est important de savoir si c'est juste pour tester une nouvelle recette et voir si ça fonctionne, gagner une référence en linéaire. Je pense que c'est important de savoir ce qu'on veut en faire, parce qu'après, pour en sortir, ça peut être difficile parfois. Donc c'est important, comme toujours, d'avoir une stratégie derrière tout ça. Et effectivement, tu parles de l'exécution, levier mais primordial. On peut avoir la meilleure idée, la meilleure recette. Si l'exécution elle n'est pas parfaitement exécutée, c'est le cas de le dire, sur le terrain et sur tous les leviers, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu as justement à ce titre un exemple d'exécution, de levier marketing qui a été pour toi un vrai succès chez Goût Dessert? Est-ce que tu peux nous en toucher, nous en parler? Ouais, mais justement, je pense que ça, on peut parler de Gold, dont on vient de toucher un mot. Donc c'est l'édition qu'on avait sortie pour les Jeux Olympiques. Déjà, la recette était très différente, puisque le chocolat blanc, c'est quelque chose qui commence à être tendance. On l'a vu notamment sur les glaces, que ça avait commencé à prendre, et du coup, nous, on a été les premiers à le sortir sur le rayon des desserts. Et ça avait énormément intéressé les enseignes, déjà, ne serait-ce que ce produit, parce que c'est quelque chose de vraiment nouveau et donc un peu par définition de premium, et puis c'est un chocolat qu'on voit pas énormément, donc ça a attisé un petit peu la curiosité. Le fait de le lancer
alors pas en collaboration avec les JO malheureusement, mais dans cette ère des JO, en jouant dessus, sans les nommer du coup. Mais donc en jouant sur ça, en faisant une campagne justement autour de On mérite tous de goûter à l'or. C'était du coup notre campagne qu'on a développée et en shopper et en médias. Et en fait, on l'a vraiment bien vendu aux enseignes et ça a généré énormément d'intérêt. Comme je disais, ça a été notre innovation la mieux référencée des dernières années. On a vu des belles VMH, on a réussi à embarquer tout le terrain avec nous aussi. La force de vente était ultra contente à l'idée d'avoir cette édition limitée, adorer le pack. Donc ça, je pense que ça a aidé aussi à la mise en rayon et pour convaincre les magasins indépendants. Donc ça, pour nous, ça a été une belle success story qu'on réfléchit à répliquer ou pas pour les années à venir. Bah après, quand tu te dis que cette référence, elle est dans le top 5, c'est difficile de la mettre en édition limitée. Enfin, est-ce que les consommateurs vous la réclament pas aujourd'hui ? C'est ça qui est délicat. Donc pour l'instant, justement, ça a été un tel succès qu'on l'a reconduite pour une année 2. Donc D'accord. elle est encore en rayon, Ok. en édition limitée en ce moment et on est en train de réfléchir sur qu'en fait-on pour 2026 ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que la recette a fonctionné, mais est-ce que c'est uniquement grâce à l'édition limitée ? Est-ce que ça a Grâce sa à place l'événement. après ? Donc on est en train de réfléchir à tout ça pour 2026. Une question de conclusion. Quel conseil tu donnerais à une marque premium qui voudrait se lancer sur une catégorie? Si tu as un ou deux facteurs clés de succès, ce serait quoi? Moi, je dirais, ça peut paraître un peu simple et logique, mais de vraiment toujours garder sa stratégie en tête, avoir une stratégie claire, savoir où on veut aller, et pas uniquement l'année d'après, mais dans les 5-10 prochaines années, et ne jamais perdre de vue en fait ce qui fait de vous une marque unique et pourquoi vos consos vous achètent. On peut avoir tendance, quand on est dans les bureaux, à un peu perdre de vue ça. Et moi, ce que j'adore, c'est quand on fait des groupes consommateurs, à chaque fois, ça me remet un bain de réalité de me dire, ah oui, c'est vrai que les consos nous aiment pour ça, c'est ça qu'on a d'unique. Et je trouve que c'est bien toujours de se rappeler ce pourquoi on est là à la base. Et du coup, ne jamais perdre de vue cette stratégie, même en temps de crise. On sait que c'est compliqué parfois, on a envie de faire la chose qui nous paraît la plus simple sur un moment donné. Et on a vu justement, nous, il y a quelques années, au Royaume-Uni, on a voulu essayer de lancer un peu dans cette idée de il faut faire du volume, là c'est un peu compliqué, une gamme de produits qui n'était pas dans l'ADN de la marque, était beaucoup plus fonctionnelle. Et la réponse a été assez cinglante. C'était pas là où les consos nous attendaient, c'était pas là où les enseignes nous attendaient non plus. Donc ça a été assez compliqué de se relever de ça aussi. Donc ne pas faire des choses dans la précipitation et garder toujours cette vision et investir intelligemment pour construire toujours son image de marque premium. Donc en fait, si on résume, et je bois tes paroles, parce que c'est du bon sens, du pragmatisme, du terrain, que ce soit magasin, mais aussi consommateur. Tout à fait. Ne pas paniquer et en temps de crise. ne pas paniquer en temps de crise. Valentine, comment ça va? Ça va et toi? Oui, très bien, très bien, très bien. Premier podcast, première intervention. Oui. Ok, comment tu te sens? Très bien. Très bien. Valentine, je vais te poser la même question que Marie. Oui. Si tu devais te présenter avec une référence, quelle est ta référence goût préférée et pourquoi? Alors, ma référence goût préférée, c'est le cheesecake spéculoos vanille. Comme la plupart des Français finalement, puisque c'est la ref numéro 1 de notre portefeuille. En toute simplicité, délicieux. Et quel est ton rôle chez Goût? Alors, mon rôle chez Goût, moi je suis sur la partie commerciale depuis 3 ans. Quand j'ai rejoint l'entreprise, mon rôle c'était d'élaborer la stratégie commerciale en lien avec notre partenaire qui était donc basé en France. Donc on était sur un modèle, on travaillait avec un distributeur qui nous distribuait en France et on vient de changer de modèle commercial et donc maintenant on a repris en direct la commercialisation de la marque et donc je suis en charge de plusieurs comptes en France. J'imagine que vivre ça de l'intérieur, de mettre en place un partenariat et ensuite reprendre la distribution, pour le coup, c'est une étape marquante dans ta vie pro et j'imagine plein d'enseignements. Oui, alors c'est très très riche. Je te suggère d'ailleurs de revenir vers nous dans quelques mois, une fois que tout sera passé, parce que pour ne rien cacher, nous sommes encore en cours de transition et c'est pas encore parfait, mais oui, très très riche enseignement sur la période que nous vivons. Oui, et effectivement, avec grand plaisir pour faire cet épisode, parce que c'est des modèles qui sont quand même assez spécifiques et qu'on ne voit pas dans toutes les entreprises. Donc hâte d'en savoir plus. Mais ce n'est pas le sujet. Question, on parlait avec Marie de tous les leviers effectivement marketing. Avec toi, on va parler de collaboration avec les enseignes, de leviers aussi commerciaux.
On va parler de visibilité tout d'abord, parce que Marie le disait précédemment, il y a un enjeu quand tu es un plus petit acteur sur un marché, c'est la visibilité, évidemment. Et la visibilité, souvent, on a tendance à la travailler avec la promotion. Est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce que vous avez recours systématiquement à de la promotion en France ou pas? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc évidemment, la promotion, c'est un levier, comme tu le disais, de visibilité. Et on évolue, Marie vous l'a expliqué, sur le marché donc, des desserts, qui est dans lequel il y a des très gros acteurs, notamment Danone, Yoplait, etc. Et c'est une catégorie sur laquelle le volume sous promo est très important. Donc, en tant que marque premium, c'est sûr que la promotion sera moins systématique. En revanche, on ne peut pas se passer de la promotion sur le marché des desserts pour la simple et bonne raison que déjà, si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Donc, si nous, on rate une UB promotionnelle, on peut être sûr qu'on verra dans le prospectus Marie Morin ou un autre de nos concurrents prendre la place. Et comme Marie aussi le disait, l'acte d'achat dessert est sur la liste de nos consommateurs et l'acte d'achat se fait aussi en rayon. Donc, il y a vraiment un besoin de travailler la promotion pour continuer cette présence à l'esprit et aller recruter de nouveaux consommateurs. Donc, en tant que marque premium et chez Gou, on active la promotion. On vise à peu près une fréquence de promotion qui soit de 1 UB par enseigne par trimestre pour maintenir cette présence à l'esprit. Et cette promotion, selon nous, elle va servir à deux choses. La première, c'est d'aller recruter de nouveaux consommateurs. Donc, on le sait, on en a parlé, en tant que marque premium, le prix est quand même une barrière à l'entrée. Pour déclencher ce premier acte d'achat, c'est très intéressant d'aller jouer de la promotion en utilisant des mécaniques de type remise immédiate pour aller convaincre ce premier consommateur de cet acte d'achat. Et je ne sais plus si Marie l'a dit, mais on le sait, quand un consommateur teste Gou, on est quasiment sûr que ça va devenir un consommateur fidèle. Le taux de réachat est très bon. Il est très bon. Et en fait, dans toutes ces années un peu perturbées qu'on vient de connaître, le taux de réachat de notre marque est resté hyper stable. Et ça, c'est un indicateur qu'on adore, qui nous tient d'ailleurs. Donc finalement, de ce que je comprends, c'est que le levier majeur pour la marque n'est pas tant la fidélité, étant donné qu'elle est au rendez-vous vis-à-vis du taux de réachat, mais plutôt la notoriété. Oui. En tout cas, c'est le cas en France. Tout à fait, tout à fait. On a une base de consommateurs très fidèle qu'on souhaiterait augmenter. Et ça, c'est le rôle de Barry et aussi le mien, parce qu'il faut qu'on soit disponible dans plus d'enseignes et dans plus de magasins. Et en effet, le prix et donc la promotion, la mise en avant peut servir pour cette barrière à l'achat que peut être le prix. Et l'autre levier important de la promotion, c'est d'aller chercher un espace qui soit autre que celui du fond de rayon. Donc une tête de gondole, une allée centrale de façon moindre, à part dans des gros temps forts laitiers. Mais bon, voilà, on le sait que sur le frais, c'est plutôt en tête de gondole que ça se passe. Mais cet espace secondaire promotionnel va aussi attirer l'œil du consommateur. Le nouveau, ou aussi, parce qu'on sait aussi que nos consommateurs fidèles nous achètent en promotion, donc ça va aussi permettre d'aller augmenter la fréquence d'achat de nos consommateurs existants. Bien sûr. Vous êtes très présent au UK. On le sait, il y a quand même certaines spécificités et réglementations. La France est très forte là-dessus. On pourra parler d'Egalim. Quelles sont les spécificités sur la promo et les différences, toi, que tu observes étant basé à Londres et même si tu ne travailles pas sur le marché UK, quand tu discutes avec tes homologues, justement, qui sont sur ces marchés-là? Oui, alors ça, c'est fascinant. Non, mais c'est un sujet qui est vraiment fascinant. Et c'est vraiment une chance pour moi d'évoluer dans cette entreprise anglaise, tout en restant sur le marché français. Ça me permet de faire beaucoup de comparaisons. Et j'appartiens quand même à l'équipe commerciale UK, donc je partage beaucoup d'expérience avec eux. Donc la promotion, c'est en effet très différent.
ici, puisqu'en fait, il n'y a pas, ils n'ont pas encore fait d'égalim sur donc il n'y a pas de limite à la promotion, que ce soit en mécanique. Donc ici, on voit encore du 1+1 qui est... Enfin voilà, moi, je suis vieille maintenant. J'ai connu le 1+1 quand j'ai commencé dans la grande distribution. Dis pas que t'es vieille, tu vas en frustrer certains. Non, je suis pas vieille. Moi, je suis plus vieille que Marie, on va dire. Donc j'ai connu ces mécaniques hyper agressives en France, mais qu'on ne voit plus puisqu'on le sait, on est limité sur la mécanique. Et il n'y a pas non plus cette limite de 25% de volume sous promo par rapport au chiffre d'affaires permanent. Donc la marque Goo en Angleterre a un taux promo qui est très important et le fonctionnement, c'est une marque qu'on appelle un modèle en high-low, donc un prix important, une marque premium toujours, mais un prix important en rayon et de très fréquentes promotions tous les mois, parfois une semaine sur deux. Enfin voilà, c'est assez incroyable. Et il y a quand même eu une loi récente qui est passée, donc c'était il y a 2 ans. Les Britanniques ont un petit souci sur la façon dont ils s'alimentent et avec trop sucré, trop gras, trop salé. Donc le gouvernement a mis en place une loi qui s'appelle HFSS et qui interdit tous les produits qui sont considérés comme trop gras, trop sucrés, trop salés à être mis en tête de gondole, justement. C'est ce dont on parlait juste avant. Et donc pour la marque, ça a été une déferlante. On a vu les volumes sous promo s'effondrer de par la perte de cet espace dédié. Et ça, c'était quand même un enseignement déjà hyper intéressant de voir que juste en perdant cet espace secondaire, les promos qui avant avaient un taux de destruction de X sont passés à Y et ça a été très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction qu'a eu la marque, du coup de se remettre sur le cœur de la marque et donc tous les attributs premium dont nous a parlé Marie tout à l'heure, et de repartir sur les basiques de la marque premium et de dire ok, la promo on peut plus faire ce qu'on voulait, c'est plus comme ça, donc on va reparler de notre marque, du premium, et aller reconvaincre le consommateur de venir nous acheter en rayon. Donc voilà, c'était super intéressant de vivre ça et voilà, de grands enseignements. Tu dois être vue un peu comme une ovni auprès de tes confrères. Oui. Voilà, quand tu dois raconter tes expériences, j'imagine que les Britanniques doivent se dire mais comment c'est possible, comment vous fonctionnez, etc. Et d'ailleurs, parlons-en de la collaboration avec les enseignes, parce que c'est aussi un atypisme de la France où on peut avoir certaines relations parfois qui sont effectivement conflictuelles. Comment vous gérez la collaboration avec les enseignes françaises? Est-ce que tu as des exemples, des bonnes pratiques à partager? Alors, c'est un peu tôt du coup pour répondre à cette question, étant donné ce dont je parlais avant, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a effectué cette transition et ce changement d'organisation commerciale. C'est pour retrouver justement ce lien avec les enseignes, puisqu'au final, le commerce, c'est une relation humaine, et pour faire des plans qui soient plus adapté pour tout le monde, être en direct avec les enseignes, comprendre leurs besoins et pouvoir y répondre de façon plus personnalisée, spécifique. C'était quelque chose qui nous manquait et c'est la raison pour laquelle on repart en direct. Donc on est en train de construire, c'est assez frais, toutes ces nouvelles relations et franchement c'est un plaisir de revenir sur le terrain et d'entendre au plus près les besoins et les vision en fait de chacun, parce que selon une enseigne, selon un rendez-vous avec Monoprix ou Auchan, c'est évident que les attentes, les besoins vont pas être les mêmes. Donc c'est aussi très intéressant pour nous de comprendre ça au mieux et après de faire des plans adaptés à chaque enseigne. Voilà, donc tout ça, on est en train de recréer comment on va travailler avec les enseignes et on a envie de évidemment être au plus proche. En fait, peu importe qu'on soit une marque petite, grande, premium ou pas, la relation avec les distributions, c'est hyper important. Et pour refaire un peu le parallèle avec la conversation juste d'avant sur les différences avec le Royaume-Uni, ça c'est quelque chose qui est épatant, franchement, parce que je l'ai pas précisé dans mon introduction, mais j'ai travaillé donc pendant 8 ans chez Carrefour en tant que catégorie manager et ensuite chef de produit. Donc
je connais bien, en tout cas, le fonctionnement des rendez-vous, etc., en tout cas en tant que Carrefour. Et j'arrive sur un marché au Royaume-Uni où la relation avec les enseignes est complètement différente. Donc d'ailleurs, la distribution est complètement différente, mais la relation, c'est très intéressant de voir comment les enseignes et les comptes clés et les Catman se parlent. C'est des choses, ça va du plus frivole. Par exemple, tout le monde se tutoie, s'appelle par son prénom. Un tutoie, c'est pas vraiment logique puisqu'il n'y a pas de tutoiement, mais la façon de parler, on va dire, est beaucoup plus détendue. Tout le monde s'appelle par son prénom et il y a une relation de collaboration qui est encore une fois épatante, où il n'y a pas de... il y a beaucoup moins cette notion de rapport de force et on est beaucoup plus dans le partage et notamment les revues d'innovation, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on arrive à faire en France, où l'équipe Tesco va passer toute la journée avec l'équipe Goût. Ils vont aller dans une superbe cuisine. Frédéric sera là pour faire des soufflés et il va y avoir vraiment tout un échange autour des plans d'action, évidemment, parce qu'on est là pour faire du business et ça, ce sera toujours vrai, mais dans un cadre complètement hors du bureau et avec vraiment de l'expérience, du partage, etc. Donc c'est des choses très inspirantes et qu'on espère pouvoir mettre en œuvre en France. Le message est passé, c'est bon. Voilà, vous savez que vous allez être invité par Goût. Le message est passé. Non, autre question. Votre position sur le marché au UK est dominante, quand en France, effectivement, la notoriété tend à évoluer, mais vous n'êtes pas aux mêmes positions de votre marché historique. Est-ce que justement, le fait d'être petit sur un marché, ça offre la possibilité de faire plus de sur-mesure pour les enseignes et plus de collaboration par rapport à un gros? Est-ce que ça offre plus de flexibilité? Alors oui, je pense que oui. Chez Goût, on est très attaché au fait que la marque, c'est la nôtre, et notamment, je pense, parce qu'on est premium. On a des principes. Il y a des choses qu'on fera pas. Donc, on n'est pas à la merci d'une enseigne voilà. Donc, sur la partie marque et vraiment identité, produit, on va vraiment avoir notre cadre de marque. En revanche, sur la partie activation, plan d'action, stratégie spécifique par enseigne, etc. Et même, Marie en parlait un petit peu, tout ce qui est exclusivité, etc. C'est des choses qu'on va être vraiment capable de faire. On a la chance d'avoir une usine là, qui est à 1 heure de Londres. On aurait pu t'y emmener d'ailleurs. Et avec une équipe, avec une équipe formidable et qui sont toujours partants. Une équipe innovation aussi qui est formidable pour tester des nouvelles choses. Une usine qui est capable de se plier en 4 pour fournir des choses, etc. Donc, on a vraiment, cette flexibilité, je pense, en tant que plus petit acteur. En tant que plus petit acteur. On a beaucoup parlé du consommateur. Comment, en termes de relations enseigne et d'arguments auprès de ton distributeur, tu vas aller valoriser ta marque premium, justement, quand malheureusement, tu peux avoir des références qui sautent parce qu'on est dans un contexte de rationalisation? Comment tu opères justement sur ces sujets-là, toi? Oui, alors c'est sûr que aller chercher des références supplémentaires, c'est la partie la plus difficile du job, et je pense que c'est vrai pour beaucoup de marques, et encore plus pour une marque plus petite et premium. Et pour avoir vécu la chose de l'autre côté, je sais que faire un assortiment, c'est l'enfer. Et quand je vois les périmètres aujourd'hui des Catman et des acheteurs qui sont de plus en plus larges, je sais que la multitude de fournisseurs à traiter, les tendances, ce travail d'assortiment, il est hyper compliqué. Donc déjà, mon principe numéro 1, c'est simplifier au maximum le travail du Catman. Que ce soit clé en main. Voilà, pour que ce soit clé en main. Et ça, je dis ça parce que, forte de mon expérience, où quand j'avais des fournisseurs qui m'aidaient, ça me changeait la vie. Et ça permet aussi de prendre des décisions qui soient meilleures. Donc je dirais, ça c'est très important, mais c'est valable pour toutes les marques. Après, sur la partie marque premium, donc nous, on a 2 arguments de vente qui sont ceux qu'on va pousser tout le temps. C'est la valorisation que ça apporte à la catégorie et l'innovation
/ de la différenciation des produits. Donc si je commence par la valorisation, Marie l'a dit tout à l'heure, on évolue sur un marché des desserts qui est donc un très gros marché et avec plusieurs segments. Le segment numéro 1, c'est les crèmes avec Danette, et quand on voit que pour 4 pots, on dépense moins d'€1, on se pose des questions, non, mais je veux dire, le Catman et l'acheteur et toute la catégorie se doit de trouver des alternatives, puisqu'à la fin du mois, on regarde les parts de marché en valeur. Donc on aura beau avoir vendu vraiment énormément de Danette et bravo à eux, en termes de valorisation c'est compliqué. Donc avec Goût on a vraiment cette carte à jouer, puisque dès qu'on va convaincre un acheteur de faire cet acte d'achat, tout de suite ça va valoriser évidemment le panier moyen et apporter de la valeur à l'enseigne. Et le pilier numéro 2, donc l'innovation et la différenciation, ça Marie en a parlé, on évolue sur ce marché des desserts qui est très traditionnel et avec peu d'innovation. Donc le rôle de Goût, c'est d'apporter chaque année, et je le souligne chaque année parce qu'encore une fois, c'est un gros travail de la part de nos services innovation et de l'usine, de toujours fournir des nouvelles références qui suivent les tendances du marché, que ce soit ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur les émissions culinaires ou dans les grandes pâtisseries. Donc on amène toujours chaque année aux distributeurs mais aussi aux consommateurs cette nouveauté et des produits qui sont différenciants. Le cheesecake, c'est nous qui l'avons amené en France et avant il n'existe pas, donc on a un peu ce côté disruptif sur le rayon qui est selon moi un véritable argument de vente. Et en plus l'innovation sert aussi la valorisation puisque c'est toujours ce cercle vertueux. Et j'en reviens pour finir sur cette partie de plaisir dont tu as déjà parlé avec Marie au-dessus. La marque Goût va complètement dans le sens de ce chiffre que je redis, qui est donc plus 2,9% de chiffre d'affaires drivé par la notion de plaisir en cas de la AP6. Et c'est vraiment le premier driver de la croissance du chiffre d'affaires des enseignes. Et on s'inscrit complètement dans cette notion de plaisir. Dans cette notion de plaisir. Et effectivement, tu en as parlé, l'innovation apporte énormément d'incrémental pour un distributeur et justement permet d'accroître tout simplement la catégorie. J'ai oublié un point. Si je peux rajouter. Bien sûr, vas-y. Il y a un autre argument qui est à ne pas sous-estimer, c'est la rentabilité linéaire qu'une marque premium apporte. Donc ça, c'est clé, la notion de masse de marge. Donc on le sait, l'indicateur numéro 1 qu'un acheteur ou un Catman va regarder, c'est d'abord sa VMH volume. Voilà, c'est ancré, on est dans le mass market, il faut faire du volume. Mais ce n'est que l'indicateur numéro 1. Et chez Goût, on a à cœur de toujours parler VMH, valeur, pour je refaire le lien avec ce que je disais avant, à la fin du mois, la part de marché, elle est bien en valeur. Donc toujours parler valeur et toujours aussi parler masse de marge. Donc en effet, des références premium auront des rotations volume plus faibles, mais avec un taux de marge qui sera plus important. Et c'est pas inhabituel de voir des très gros runners, des très grosses références qui ont des volumes hyper importants, qui ont été massacrés par des guerres des prix successives, etc. Avoir des masses de marge finalement égales ou inférieures à des références premium qui sont plus margées à l'unité. Bien sûr. Et puis après, on pourrait faire tout un épisode sur la place de l'alimentation dans le budget des Français qui a été tout simplement dégradé d'année en année au profit d'autres postes de dépenses où effectivement l'alimentation doit reprendre une place assez importante dans le budget aussi, le budget des ménages au profit de la qualité de certains produits. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Valentine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver s'ils ont des questions, des remarques suite à l'épisode? Ouais, alors nous on a notre site internet sur lequel on a une box de contact et on a nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Goût Dessert France et sur LinkedIn évidemment aussi, s'ils veulent nous contacter directement, on sera ravis d'échanger. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.